Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression. Bonsoir. Pour l'émission Libre Expression de ce soir, je vais débattre avec mes invités du processus électoral congolais. Pourquoi les résultats de nos élections sont souvent contestés? Libre expression, avec Asie Dominique de Marseille. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Libre Expression. Pour ce numéro, nous recevons Cephas Germain Ewangui. Il est acteur de la société civile, il est observateur des élections au niveau international avec plus d'une centaine de missions de l'Union africaine, de l'OIF, de la CAC et j'en passe. De l'autre côté, j'ai Asie Dominique de Marseille. Lui, il est journaliste et observateur, vous le savez, de la vie publique nationale et internationale. Le thème d'aujourd'hui va s'articuler autour du processus électoral au Congo. Que dit la loi? Pourquoi les élections au Congo sont toujours portées par des contestations à la publication des résultats? Donc c'est le thème que nous allons aborder avec mes deux invités. Bonjour Asie. Bonjour Dimi. Bonjour Cephas Germain Ewangui. Oui, bonjour M. Dimi. D'entrée de jeu, une question très simple. Asie Dominique de Marseille. Les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars dernier ont été proclamés à une heure tardive et dans l'opinion, c'était croire que c'était le temps au ministère ou à l'administration en charge de ces questions de falsifier les chiffres, de les renverser en faveur d'un candidat qui n'a pas été élu. Bon, je crois que et c'est ça qui aurait justifié toute la violence et les autres événements post-électoraux. Dimi, l'émission Libération demande aux journalistes de choisir les thèmes de venir débattre sur Télécongo. Vous avez choisi un thème très intéressant, le processus électoral congolais, on va en parler, avec la protestation des élections. Oui. Vous savez, quand on parle de protestation, il y a ce que j'appelle la protestation de la rue et la protestation des techniciens. Est-ce que l'élection du président de la République, qui est la première élection de la Nouvelle République, bien sûr, quand on dit qu'elle est entaché de suspicion, qui conteste? Qui a contesté? Et c'est ceux qui sont au devant de la chose, ceux qui sont au fait de la chose, ceux qui ont mission d'organiser et de publier. Mais si vous êtes dans la rue, vous êtes chez vous, assis, le fait que les élections soient publiées à 1h du matin pour vous, le temps 1h du matin égale fraude, mais la loi ne dit pas qu'on proclame qu'à telle heure. Donc vous vous dites non, M. Azi, cette élection est de suspicion parce que la loi dit que, je cite, toute élection qui sera proclamée au-delà de telle heure est une mauvaise élection. Et entachée de suspicion. La loi ne précise pas l'heure, ni le jour. Vous êtes prêts, vous proclamez, la loi peut mettre un peu, comme on dit, des parenthèses. Bon, après une élection, tant de jours après, on peut proclamer, mais on ne peut pas dire, jusqu'à si se proclamer à 1h du matin, c'est mauvais, non. Je crois que quand on conteste, pour ne pas parler comme la rue, nous sommes sur une télévision c'est fait pour instruire, c'est fait pour éduquer, mais l'instruction, donner la bonne information. Donc, quand on parle de contestation, pour moi, je dis, c'est faux parce que pour moi, la contestation aurait un sens si seulement c'est ceux qui ont pris part à l'organisation. Allez le voir, les partis contradictoires, majorité opposition, société civile, parti du centre, bref, les gens qui composent la structure de la loi électorale devraient nous dire, nous n'avons pas signé un procès verbal, nous n'avons pas permis parce qu'il y a eu tel problème. Mais de ce côté-là, il n'y a rien. Vous nous proclamez les élections, parce que c'est à 2h du matin, pour vous, c'est un objet de contestation. Enfin, moi, j'en parlerai, parce que je crois très bien que l'invité Ewangui que vous avez eu, il fait partie de ces observateurs, des personnes qui ont assisté. Peut-être que lui, il a pris des arguments à donner au public et des arguments techniques, parce qu'il a fait partie de ceux qui ont surveillé. Alors, je me tourne donc du côté de Cephas Germain Ewangui. Cephas Germain Ewangui, qu'est-ce que vous avez comme réaction quand on a tous ces événements et toutes ces contestations? Les élections, comme tout autre domaine de la vie sociale, est encadré par les règles juridiques qu'on peut ici appeler loi électorale. Et la loi électorale définit l'ensemble des mécanismes qui permettent de conduire les processus électoraux et à ceux qui veulent apprécier, d'en apprécier en se fondant sur la loi. Voilà pourquoi quand on dit qu'il y a fraude, la fraude voudrait dire quoi? Je prends un exemple. La loi dispose que les bureaux de vote s'ouvrent à 7h et ferment à 18h. Voilà le prescrit de la loi. Et si vous voulez observer une élection, vous constatez que le bureau, au lieu de s'ouvrir à 7h pour commencer les opérations de vote, ça a commencé depuis 4h, là il y a problème. Et si le bureau doit fermer à 18h, mais jusqu'à 20h, les gens continuent à voter, on peut constater qu'il y a problème.
même si on peut avoir une explication. Est-ce qu'au niveau de la publication des résultats, il n'y a pas une heure précise comme Non, ce que vous dites, je vais simplement souligner ce qui se dit souvent bien dans le milieu de la presse, que les opinions sont libres et les faits sont sacrés. Voilà. Donc on veut apprécier un processus électoral, encore que ce n'est pas bon de trop en polémiquer, parce qu'une élection est aussi définie comme étant une arène dans laquelle les antagonismes s'affrontent dans le but de s'éliminer mutuellement. Quand on voit comment l'opposition, la majorité, comment cela est constitué chez nous, où on est opposant, pas parce qu'on a un programme alternatif, on n'est pas opposant parce qu'on a une ligne idéologique qui semble être contraire à ceux qui sont au pouvoir, et on a un programme alternatif qu'on peut présenter en cas de nécessité. Mais on est opposant parce qu'on n'a pas été nommé à un poste, on est opposant parce qu'on a été démis d'une fonction, on est opposant parce qu'il y a quelqu'un qui est avec vous au pouvoir, qui aurait peut-être arraché votre femme, tout ça. Vous vous rendez compte que cette forme d'opposition est faite de haine, est faite de ressentiment, et en ce moment, même les avis qui sont donnés par certaines personnes, parfois sortent de l'objectivité. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. L'élection présidentielle, j'en ai discuté avec quelques amis quand on était à Genève, qui ont bien voulu dire, ils ont insinué que le ministre de l'Intérieur a reçu les résultats, s'est enfermé avec les membres de son cabinet et a attendu très tard dans la nuit quand tout le monde dort, et en ce moment il a publié les résultats. Mais l'occasion ici, et là je ne parle pas comme un observateur, mais comme l'organisateur des élections, je suis le représentant au plus haut niveau de la société civile au sein de la CNI. Qu'est-ce qui s'est passé pour la proclamation des résultats? Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, le ministre de l'Intérieur attendait les résultats dans son bureau à 18h. Et il faut dire qu'en la matière, le ministre de l'Intérieur agit dans ce qu'on appelle au droit la compétence liée. Ça veut dire que tout ce qu'il, depuis le mot liminaire jusqu'à la proclamation des chiffres qu'il prononce, c'est la CNI qui les prépare. On lui amène, et lui, il ne fait que proclamer, il ne change ni point, ni virgule, ni un seul mot. Or, il s'est avéré qu'autour de l'élection présidentielle, vous savez qu'il y a eu beaucoup de passion, il y a eu beaucoup de rumeurs. Et ce qui fait que le ministre de l'Intérieur, depuis 18h, nous savions qu'il était à son bureau en train d'attendre des résultats, mais le débat interne au sein de la CNI. Et la CNI est composée de qui? La CNI est composée des représentants de l'État, les représentants des partis de la majorité, les représentants des partis de l'opposition, les représentants des partis dits du centre et la société civile. On a voulu que les choses soient très précises à notre niveau avant que chacun de nous valide et appose sa signature. On a décidé de faire un contrôle systématique. Et M. Henri Bouka, au magistrat de son État, a pensé qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour que personne ne signe en ayant une arrière-pensée, puisque les uns des autres peuvent avoir des informations. Vérifions point par point pour que nous soyons d'accord que ce que nous allons rendre public, c'est vraiment des résultats qui sont issus des unes que nous ayons notre conscience tranquille. Et ce contrôle est allé presque jusqu'à minuit pour que chaque membre du bureau, chaque représentant de composante vienne apposer la signature. Et il faut dire que 20h, vous avez un coup de fil du ministre de l'Intérieur, mais je vous attends. Oui, monsieur le ministre, rassurez-vous, on va arriver. 21h, il vous appelle. On le rassure qu'on va arriver. 23h, il appelle. Monsieur le ministre, nous sommes en train de travailler. Très bientôt, on va arriver. Et on est arrivé à son bureau. Dès que nous lui avons déposé les résultats, j'ai calculé à ma montre, 12 minutes après, il a commencé à proclamer. Et comme vous savez qu'à 7h, la circulation, les avenues sont totalement libres. Donc le temps de partir du ministère de l'Intérieur, parce que quand nous sortions, en rentrant dans nos véhicules, nous avons également constaté que le convoi du ministère de l'Intérieur venait de démarrer du ministère de l'Intérieur. Pour la télévision nationale. Voilà. Et quand je rentre chez moi à la maison, je vois toute ma famille autour de l'écran en train de suivre la proclamation. Et quand je vois l'heure, ça faisait exactement 12 minutes. Donc on ne peut pas imaginer qu'en 12 minutes, j'ai la certitude que même le mot liminaire, le ministre le découvre en même temps qu'il est en train de le lire devant le public. Donc quand on parle qu'il y a eu fraude, il y a eu manipulation, peut-être que c'est possible que cela a pu avoir lieu, mais ceux qui accusent doivent faire des vraies recherches, avoir des vrais éléments pour présenter les éléments qui sont tangibles, parce que ce qu'on peut regretter dans le cadre de l'œuvre que nous sommes en train de construire pour la démocratie, c'est qu'on laisse les faits et on met en exergue les passions, les émotions, les ressentiments. On diffuse ce qu'il ne faut pas diffuser, et les populations qui n'ont pas l'occasion de vérifier toutes ces informations, parfois peuvent être induite en erreur, en croyant que ce qu'on est en train de dire est vrai, et finalement ça peut décourager certaines personnes de ne pas assister aux élections pour dire que non, ces élections, on les fraude au fur et à mesure. Mais incident du taux de participation.
Mais il faut dire aussi au passage que la fraude, logiquement, dans les élections congolaises devait être difficile. C'est pas Germain Wangé, je ne vous lâche pas parce que la loi existe. Pourquoi mettons-nous, ici au Congo-Brazzaville, la loi de côté pour aller encore chercher des choses du genre concertation, pour essayer un peu de revoir certaines choses? Est-ce que la loi congolaise est incomplète, antidémocratique, ou c'est une sorte de démocratie à la congolaise, pour prendre le terme cher à quelqu'un qui parlait de la démocratie à l'africaine, qui fait que, en dehors de la loi qui existe, qu'on sorte du cadre légal pour essayer un peu de gérer? Je crois que c'est le battement de cœur. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, d'abord, il faut essayer d'éclaircir quelque chose. Il faut dire que la démocratie, dans ses fondements, est un système politique qui est fondé dans son fonctionnement, on peut dire, à des mécanismes d'inclusion et d'exclusion. C'est ça le fonctionnement de la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on engage les processus électoraux, tous ceux qui sont candidats à des différentes fonctions électives se soumettent aux mêmes règles et aux mêmes lois. Vous allez vous en rendre compte même au niveau des chaînes de radio et de la télévision. Le Conseil supérieur de la liberté de communication fixe des règles de passage et de pour que tout le monde se mette à même pied d'égalité. Voilà. Et quand les élections se déroulent, après des élections, en respectant l'ensemble des procédures, par exemple la période de gestion du contentieux électoral, après on aboutit à la proclamation des résultats définitifs, en ce moment la démocratie commence à fonctionner à l'exclusion. Ça veut dire que ceux qui ont requis la majorité, ils ont, pendant la période déterminée par la loi, la responsabilité de gérer les affaires publiques. Et les minorités, du point de vue des règles de la démocratie, on demande simplement à cette majorité qui est majoritaire de savoir que les minorités ont aussi des droits à préserver. Ils ont le droit de s'exprimer, de mettre leur point de vue au fur et à mesure, mais ce n'est pas leur point de vue qui peuvent être prédominants par rapport à une majorité. Donc la minorité se soumet à la majorité préserve les droits des minorités. Et quand on se fonde quasiment sur ces règles, on dirait que les dialogues que nous avons souvent organisés, Brazzaville, Sibiti, etc., ne devaient pas avoir lieu dans un pays où la démocratie est consolidée. On ne se réfère qu'aux règles. Mais on peut dire au passage que nous sommes un système qui se construit. La démocratie aussi est soulignée comme étant une machine qui ne fonctionne pas toute seule, une fois qu'elle a été mise en marche en fonction des mécanismes et d'un certain nombre de procédures appropriées. Mais la démocratie se construit et se construit de façon très méthodique. Et c'est même difficile sa construction. Voilà pourquoi, de façon lapidaire, Jean-Jacques Rousseau, dans son célèbre ouvrage intitulé L'esprit des lois, a eu même à souligner que s'il y avait un peuple de Dieu, ce peuple-là serait gouverné démocratiquement. Il voulait mettre en exergue que l'hypothèse démocratique s'accompagne des vertus placées à leur niveau les plus élevés, à tel point que c'est inaccessible à la nature humaine. Voilà pourquoi nous disions, au passage, que en matière de démocratie, les pays qui n'ont pas encore accédé se battent pour y accéder. Les pays qui ont accédé à la démocratie se battent pour la consolider. Mais même là où c'est déjà consolidé, on se bat toujours pour les améliorer. Donc, prenons tout ça en ligne de compte. Et pour revenir à votre question, on note qu'il y a une majorité qui est là, mais qui constate les grincements de dents de la part des opposants. Et on a dit tantôt ici que ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire qu'il ne faut pas écouter les voix des minorités. Et dans le souci d'apaiser le climat social, dans le souci de mettre en exergue les conditions optimales qui peuvent préserver la paix, l'unité et la cohésion du pays, bon, il faut le saluer, que le président de la République arrive à prendre un certain nombre de précautions pour dire, bon, toute la classe politique, bon, on sait que si vous êtes majoritaire, les autres sont opposants, mais allez vous asseoir pour voir les désirata des uns et des autres et dans quelle mesure ça peut être intégré, être pris en ligne de compte. Voilà pourquoi j'ai suivi dernièrement et avec même satisfaction le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Tati Mabiala, pour reconnaître que quand il est allé à Ouesso, il se reconnaît être minoritaire dans la participation et également au niveau de l'Assemblée, mais se dit mais c'est bon d'aller participer parce qu'à chaque fois on peut toujours arracher quelque chose. Si on arrache déjà quelque chose qu'on peut déjà mettre dans une corbeille, c'est déjà tant mieux. Vous pouvez être minoritaire, mais par la dissuasion, il peut arriver que vous arrivez à convaincre la majorité et on prend en ligne de compte un certain nombre de vos préoccupations. Et la loi, soit dit en passant, en le faisant, on ne viole pas la loi. La loi existe.
On va discuter. Et s'il arrive qu'on pense qu'il faut aménager tel point, les lois ne sont toujours pas des panacées, c'est toujours perfectible. Maintenant, si la majorité de l'opposition tombe d'accord que pour tel souci, essayons d'améliorer telle disposition, on revient. Également, toutes les procédures sont enclenchées pour que, évidemment, la loi peut être modifiée et modifiée. Désormais, la nouvelle peut être appliquée au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on est dans une démarche de construction d'une démocratie et se situant dans un pays qui n'a pas encore atteint une démocratie consolidée, mais qui est en train de baliser la route pour y arriver. Merci Cephas Germain Ewangui. Je me tourne du côté d'Asie Dominique de Marseille. Quand on parle de la concertation de Ouesso, qui s'est articulée seulement autour des prochaines élections, il y a eu des grincements de dents. Il y en a qui ne sont pas partis, il y en a qui sont partis, mais les sons de cloche ne vont pas toujours dans le même sens. Est-ce que ce n'est pas déjà un mauvais départ pour dire que malgré les concertations, malgré tout ce qu'on peut faire, les contestations des résultats vont toujours exister? N'est-ce pas déjà un mauvais départ pour les élections qui arrivent? Non, Dimi, j'ai toujours pris le temps de définir la démocratie comme un fleuve tumultueux. Le jour où la démocratie devient un fleuve tranquille, elle n'est plus démocratie parce que l'opposition cessera de s'opposer et la majorité de prendre l'initiative. En démocratie, le gouvernail du bateau se trouve dans la main de la majorité, qui a un pouvoir et qui met le pays en marche. L'opposition, comme M. Fazouangui l'a défini, est là en train de surveiller. Donc, tous les points de vue ne peuvent pas être absolument convergents. Et on va arriver au point de vue divergent. Mais quand on se retrouve dans la salle, on peut aplanir nos idées dans le débat constructif. La démocratie est sous-entendue comme un pouvoir de débat permanent. Le débat est permanent. Et ce débat est caractérisé comme contradictoire. C'est un débat permanent et contradictoire. Voilà pourquoi je définis la démocratie comme un pouvoir de contestation permanente. Le jour où la démocratie devient, l'opposition dit oui, le pouvoir dit oui, et devient un fleuve tranquille, ce sera de cette démocratie. Ce qui fait que quand on va dans ce genre de réunion, il y a l'opposition. Vous savez qu'en politique, chacun tire le droit de son côté. C'est pour dire qu'on dit que la société civile doit s'impliquer à fond pour que la politique est une chose trop importante pour le laisser qu'aux seuls hommes politiques. Puisque la majorité veut tirer le droit de son côté, l'opposition. Mais j'ai toujours dit, ma grand-mère, elle fait partie de la société civile passive. Si Ewangui, qui est la société civile active, ne défend pas ses droits, elle va se retrouver où? Elle n'est ni à l'opposition ni au pouvoir. Voilà pourquoi la société civile est importante. Voilà pourquoi le contre-pouvoir, pas contre le pouvoir, mais le contre-pouvoir est capital. On a des démocraties. Mais le contre-pouvoir, c'est l'opinion contradictoire aussi. Donc, il ne faut pas que la population puisse se mouvoir parce que, on entendait à Ouesso là-bas, les sons de cloche étaient divergents. Mais bien sûr, il faut qu'on ait des sons de cloche divergents pour que ces divergences accouchent d'une lumière. On dit le choc des idées, j'ai la lumière. Je vais en arriver. Maintenant, voilà. Vous avez parlé des résultats qui vont être contestés. Non, il ne faut pas que les hommes politiques fassent preuve de mauvaise foi. Dès lors qu'on est parti à Ouesso, si vous jouez la carte de la chaise vide... Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti. Oui, mais j'ai dit, j'en ai la carte de la chaise vide. Okay. Là, vous jouez le jeu de la chaise vide, vous emportez l'entière responsabilité. Pourquoi? Et Ewangui vous l'a dit, je vais le redéfinir. La démocratie est gérée par la majorité et l'opposition contribue. Mais si vous seul, vous pouvez faire la majorité. Est-ce qu'un seul parti, un seul leader politique ne part pas? Est-ce qu'il constitue la majorité? Non. Déjà, le fait que moi je sois parti politique, je ne suis pas parti, il faut que je me dise que je suis minoritaire. Et comme je suis minoritaire, la majorité se retrouve à Ouesso, va continuer le combat. Il ne faut jamais que l'homme politique se dise que moi je suis un opposant de taille ou de poids, je ne parle pas, ça n'a pas marché. Votre poids, votre taille, en matière de démocratie se mesure par le suffrage. Qui est majoritaire? Qui est minoritaire? Bon, monsieur Dimi, si moi je m'appelle X Asie Dominique, j'ai un parti politique. Non, je ne parle pas à Ouesso. Pourquoi voulez-vous que tous ces Congolais, tous ces partis politiques, ceux-ci qui se trouvent à Ouesso, ne soient pas créés parce que je ne suis pas parti? Je ne pars pas, c'est un choix. Je vais chez moi, c'est un choix. Je préfère, je joue la chaise vide, c'est un choix. Mais l'élection sera crédible parce que je suis minoritaire. Un parti politique à lui seul pas fait la majorité au Congo. La majorité, c'est beaucoup de partis. Ça pour rien que regarde, quand tu dis majorité, mais c'est une plateforme qui a plusieurs partis. Quand tu dis opposition, c'est une plateforme qui a plusieurs partis. Quand tu dis société civile, c'est une plateforme qui a plusieurs ONG. Pour faire ce poids. Maintenant, si une seule ONG dit, moi je suis telle ONG, je ne pars pas. Est-ce qu'elle a remplacé toute la société civile? Je suis tel parti politique, je ne pars pas. Est-ce que je fais la majorité? Je vais terminer dimanche en disant, si en démocratie tu sais que tu n'es pas majoritaire, en tout cas, il faut te dire que tu n'as pas le gouverneur de la République.
Terminé, c'est ça le problème. Voilà, c'est face Germain Ewangui, la loi électorale prévoit que chaque candidat, au niveau des législatives notamment, a un représentant dans le bureau de vote qui doit signer les procès verbal qui seront donc transmis à la CNI qui va les compiler et faire les calculs avant de les envoyer au ministère de l'Intérieur pour la publication des résultats. Dans ces conditions, à quel moment peut intervenir la tricherie? Sur ce que vous dites, le législateur congolais, dans mon analyse, est parti comme sous la base de ce que dit un adage chinois. Un adage chinois dit que la confiance n'existe pas, car si elle existait, l'eau n'allait jamais cuire le poisson qu'elle a vu naître et grandir. Donc le législateur congolais, je sous-entends, est parti sur cette base dans l'élaboration de la loi électorale. Et ce qui fait comment la loi électorale congolaise est élaborée. 1. L'organe en charge de gestion des élections est composé de l'ensemble des parties prenantes. L'État, parti du pouvoir, majorité, centre, société civile. Et le même mécanisme, et l'opposition, le même mécanisme, vous retrouvez ça dans l'ensemble des commissions locales. Et même quand il faut organiser le recensement administratif, on retrouve également la même composition. Mais on est allé plus loin, toujours par l'exigence des partis de l'opposition, et je crois que c'est l'aile Nick Fila qui a obtenu, Copar, qui a obtenu à Sibiti la politisation même des bureaux politiques et des bureaux de vote. En tout cas, si mon avis avait été demandé, et comme ça se passe partout ailleurs, on a toujours souhaité que le bureau soit un milieu sain, entre guillemets. Des personnes qui ne sont que là pour représenter l'intérêt général et pour faire triompher le suffrage universel. Leur souci n'est que ça. Et dans beaucoup d'autres pays, on les fait même prêter serment, même en face, pour dire que quand vous y êtes, vous ne répondez l'intérêt des personnes que des valeurs démocratiques. Mais nous, on est allé jusqu'à politiser les bureaux de vote. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les bureaux de vote sont composés également des 4 assesseurs, dont un représente la majorité, un l'opposition, un le centre, un la société civile. Et à cela s'ajoutent encore les représentants de chaque délégué. Ce qui fait que quand les élections finissent, quand les élections se déroulent, les délégués des candidats assistent à l'ensemble du processus jusqu'à la fin du vote, jusqu'au dépouillement. Ils contresignent les procès-verbaux et ils sortent du bureau de vote avec la fiche de dépouillement des résultats. Donc ce qui fait que chaque candidat a une élection le soir même de scrutin, il peut faire le compilage par tous les mécanismes de communication qui existent pour savoir oui, j'ai gagné ou j'ai perdu. Bon, maintenant si en ce moment on a une contestation à émettre, la première des choses, d'abord il faut lire la loi électorale. Il ne faut pas contester pour contester. À vous qui contestez, d'apporter la preuve. Que je conteste ici parce que, bon, il est prévu que chaque bureau de vote est composé de 500 électeurs, c'est un exemple que je prends, mais dans tel bureau de vote, il y a eu 650 électeurs qui ont voté à la place de 500, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est prévu qu'à la fin du bureau de vote, les dépouillements des résultats commencent immédiatement et sans interruption. Voilà. Bref, bon. Qu'est-ce qui a été violé? Il est prévu que quand les électeurs viennent dans le bureau de vote, voilà les exigences que chaque électeur doit accomplir avant de participer au vote. Il est prévu la garantie du secret de vote. Oui. Donc, c'est pour dire que quand on veut construire le rejet des résultats, on doit les documenter. Or, ce que nous suivons, c'est qu'on conteste et on n'apporte aucun élément tangible et parfois ces éléments, on ne les dispose pas. Et là, ça pose problème. Moi, je ne dis pas ça dans le sens de critiquer, mais dans le sens pour dire que la Constitution de la démocratie est un devoir pour l'ensemble des Congolais. La démocratie est un bien pour un pays. Quand vous avez un système démocratique consolidé, ça rassure tout le monde et ça crée le bien-être de l'ensemble des populations. Et nous devons tous mettre la bonne foi pour la construire. Et la loi a prévu les mécanismes qui fassent que si contestation il y a eu, on doit avoir toutes les preuves. Et quand on a les preuves, on ne va pas les brandir à l'hôtel de ville de Brazzaville, on ne va pas les brandir dans le pool, on ne va pas les brandir dans la Sangha. Non, encore, la loi vous dit quels sont les mécanismes à suivre pour faire valoir votre contestation auprès de l'organe habilité qui va trancher. Donc la démocratie, tout doit être encadré par la loi et on ne devrait pas y en sortir. Sinon, à chaque fois que nous sortons de ce cadre, nous créons les situations qui amènent le pays dans l'impasse, le déchirement du tissu social. Et tu sais qu'aujourd'hui, tout ceci
contribue à décourager même les populations à participer au jeu démocratique. On se rend compte que c'est la démocratie que au début de la décennie 90, on s'est battu pour que ça s'installe chez nous. Si c'était pour que nous vivions ce que nous sommes en train de vivre, mais finalement mieux vaut même revenir au monde. On a entendu même les gens parler comme ça. Ewangui, je ne vous laisse pas, Aziz, vous allez souffrir un peu. Alors, vous voyez que pendant la présidentielle, les acteurs de l'opposition dite radicale qui avaient refusé d'aller à CBT avaient organisé leur propre dialogue à Diata. Ensuite, ils ont participé à la présidentielle, mais ils ont créé une commission parallèle à celle de l'État, c'est-à-dire à celle de la République. Alors, est-ce que ne craignez-vous pas que dans la situation des législatives qui arrivent, on vive encore une commission parallèle qui va mener des contradictions, qui va publier des chiffres qui sont bons et qui va en réalité jeter encore la piscose dans la... Non, je dirais que dans une démocratie, et Aziz l'a dit tout à l'heure, il faut des contradictions. Montesquieu a même écrit que quand vous arrivez dans un pays, vous ne sentez le bruit d'aucun conflit, rassurez-vous d'une chose, la démocratie n'y est pas. Donc là où il y a la démocratie, il doit y avoir toute forme de débat. Mais pour que cela ne conduise pas à l'impasse, il faut des acteurs politiques capables d'opposer à leurs états d'âme l'âme de l'État, l'État de droit. Parce que la démocratie et l'État de droit parfois peuvent devenir, on peut utiliser ces concepts même de manière interchangeable. Donc tout ce qu'on doit faire dans une démocratie au niveau de chaque parti. Voilà pourquoi au niveau de notre organisation, nous travaillerons pour faire ce plaidoyer. Parce qu'on a vu ces expériences-là dans les pays comme le Botswana, où n'importe qui ne crée pas un parti politique. La création des partis politiques est soumise à un certain nombre de contraintes et qui font que, je crois que pendant que nous y étions, je suis allé 2 ou 3 fois pour observer les élections, on était à 5 partis. Mais dès qu'un parti est validé comme parti politique, il est ipso facto considéré comme étant un service public comme tout autre. Également avec les missions attendues de tout parti politique. La conscientisation de la population, la préparation des élites dans le cadre du renouvellement de la classe politique, mouler les populations à comprendre le débat politique, avoir une certaine intelligence politique, la culture de l'intérêt général. Donc il y a beaucoup de choses que les partis politiques doivent faire. Et ce qui fait que les partis politiques, à base de ces appuis, sont structurés. Ce qui fait que quand il y a une élection qui se fait, moi je crois qu'un parti doit avoir en son sein des spécialistes en matière électorale, des juristes qui constituent toute une cellule. Voilà, ce sont des professionnels de la loi. Et ce sont eux qui collectionnent toutes les informations, on les met à leur disposition et ce sont eux qui analysent pour dire oui, ça il y a fraude, ça il n'y a pas fraude. Ça c'est une fausse contestation. Oui, là il y a un problème et ils élaborent. S'il y a une contestation, c'est à eux de les élaborer. Or chez nous, tu vas constater comment les contestations se font chez nous. Les bureaux de vote ferment à 18h. Ça veut dire que quand les bureaux ont fermé, on commence avec le dépouillement. Mais à 18h30 sur RFI, on conteste déjà des résultats et on donne le taux de pourcentage, dont même la commission électorale qui a des délégués sur l'ensemble du territoire national ne peut pas être capable de le faire parce que déjà au niveau de la commission, quand on appelle, vous êtes à quel niveau? Non, on est en train de faire encore les décomptes. Vous êtes à quel niveau? Les décomptes. Mais il y a quelqu'un déjà qui a déjà donné le taux de participation de 2, de 3, 4% au fur et à mesure. Simplement, peut-être qu'il est sorti devant chez lui, il a constaté dans un bureau de vote que les gens ne sont pas venus beaucoup voler, beaucoup voter. Et si on vérifie le taux de participation, c'est 3% dans un bureau de vote. Il oublie que sur l'ensemble du territoire national, on a près de 3500 bureaux de vote. Et il se limite pour ça, déjà pour être déjà sur une chaîne internationale et dénigrer le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne. Et nous pensons que les acteurs politiques devaient faire davantage d'efforts et savoir que chacun a une part de responsabilité dans le cadre de cette œuvre de construction de la démocratie. Vas-y, Dominique de Marseille. Oui. Est-ce que les acteurs politiques du Congo font plus preuve d'état d'âme ou de l'âme de l'État comme... Très bonne question. J'ai fait une communication devant mes collègues journalistes à Pointe-Noire. Dans cette communication, j'étais en train de me dire, je suppose encore tout le monde, je vais être l'un des rares journalistes congolais qui s'oppose à ce que les partis soient subventionnés. Vous ne pouvez pas toucher l'argent de l'État du contribuable. Vous donnez l'occasion de repréciser ma pensée si vous ne méritez pas être un parti politique. Mais un parti politique, ce n'est pas un groupement d'individus
avec des visées destructives et non de consolidation de la démocratie. Nous avons opté pour la démocratie. Les partis politiques doivent jouer leur partition. Et la partition, c'est comme si je donne le même dit que Wangi, je l'ai dit à Pointe-Noire. Comment on rentre dans un bateau, on ressort comme si on était rentré. Alors quand on rentre, on y va affronter des idées, on y va affronter des intelligences qui meublent, qui façonnent la tête du militant. Il essaie de penser comme un homme de la rue parce que le parti l'a conscientisé. Le parti a pris le citoyen de la rue, lui a donné les données démocratiques. Il raisonne en respectant la loi. Il raisonne en respectant l'intérêt général. Il raisonne en respectant les principes de la démocratie. Mais ça s'inscrit dans des partis politiques. Les partis politiques doivent être un ensemble d'individus qui, en quelque sorte, est compris d'un petit gouvernement. C'est-à-dire, face au gouvernement de la majorité, le parti politique est spécialiste en droit, un spécialiste en économie, un spécialiste en éducation. Ces hommes-là conscientisent, parlent aux citoyens qui contribuent à l'évolution sociale. Non seulement l'école a éduqué, le parti politique devrait éduquer dans le bon sens de l'évolution de la société. Mais vous avez des partis politiques au Congo où les hommes qui créent ces partis brillent, comme vous le dites, par le mauvais comportement. Un, on ne fait le parti politique pour contester. Deux, pour casser. Le citoyen qui rentre est sorti comme il est rentré. C'est-à-dire s'il était analphabète dehors, il rentre, il fait sans qu'il reçoive l'analphabète. S'il ne connaissait pas la loi, il rentre, il ressort sans connaître la loi. Donc son rôle, c'est d'être membre du parti, d'aller oye, on vote pour un tel, on distribue les t-shirts, on mange le pain, on rentre à la maison. Les partis politiques ne font pas des grandes réunions de mobilisation, de sensibilisation, de macadamer la conscience du citoyen. En ce moment-là, vous nous dites, prenez l'argent de contribuables, on finance les partis. Et je dis, attendez quand ils vont grandir, quand ils vont être sérieux, on commence à leur donner l'argent du contribuable. Et comme au Congo, c'est des groupements d'individus qui sont faits pour casser le bien public. Dans notre pays, on perd un match, on casse, on gagne un match, on casse, on fait une marche de protestation qui est autorisée par la loi, on casse. Alors, est-ce que tu sais que Dimi, c'est la politique qui fait plus du mal aux citoyens au Congo? Il a dit, tu entends, ah, non, si c'était un reparti au mono. Mais la démocratie n'a pas été voulue pour qu'elle devienne un champ de bataille. C'est un champ de bataille. La bataille est verbale. Mais quand c'est devenu des pugilats, elle c'est d'être démocratie. Si Montesquieu l'a défini comme le centre où les débats sont autorisés. Mais ces débats ne veulent pas dire qu'on va aller sur voie de fait, on va casser les biens publics. Elle, ce sera des démocraties légales. En ce moment-là, quand tu parles des partis politiques, pourquoi voulez-vous, diable, que nous prenons l'argent du contribuable, nous finançons les partis politiques qui ne sont pas partis politiques. Nous finançons les partis politiques qui ne sont pas responsables, qui brillent par une irresponsabilité totale. Pourquoi vous prendre l'argent de l'État, vous donner à ces partis politiques? Je me dis, au Congo, les partis politiques ne sont pas encore mûrs, ne bénéficient pas de financement. C'est une provocation, mais ça vaut la peine pour que l'on soit sérieux. Voilà, je vais terminer en disant, dis-moi le gars, on va aller à l'élection là. Les gens qui ne participent pas à ces gens de rencontres comme Wisso, qui n'apprennent rien, qui ne font pas des grands réunions dans leur parti pour conscientiser la population, le militant attend. Qu'est-ce que le chef de parti a dit? Ah, on a fraudé. Du coup, ils rentrent dans la rue. Les spécialistes ont droit des partis, ça ne sert pas pour dire attention, n'allons pas déclencher telle polémique parce que nous sommes spécialistes en droit et de la loi. Dans notre parti, regarde comme l'élection est passée, nous n'avons pas, on n'a pas triché. Il ne peut pas dire comme ça parce que le leader a dit, allez, comme on dit en Lingala, tout à coup, on va tout casser. Mais à partir de quel moment les partis politiques doivent tenir la population en éveil? Tu m'entends? À partir de quel moment les partis politiques doivent conscientiser le citoyen au bienfait? C'est comme si le parti politique était un groupe de criminels qui forment les citoyens pour aller casser. Chez nous, ça se fait comme ça. C'est comme si le parti politique au Congo, c'était un groupe de citoyens qui forment les gens pour aller casser le bien. Dis-moi, chaque fois qu'on a mis les baluchons sur la tête, c'est quelqu'un qui a volé de l'argent quelque part? Non. C'est les partis politiques qui ont tenté une élection. Toutes les guerres du Congo, dis-moi, ne sont pas politiques. Comment voulez-vous qu'un pays où la politique doit tuer les citoyens? Mais si la politique tue les citoyens, c'est que l'homme politique n'est pas sérieux. Il ne mérite pas d'avoir la subvention de l'État. C'est face Germain et Wangi. Alors, que doit-on faire pour éviter d'aller des contestations en contestation, notamment après les élections? Non, il faut un grand travail d'assainissement. Et qui doit faire ce travail? De l'environnement politique. Et je pense qu'une dynamique est déjà engagée. Quand nous étions à Ouesso, au nombre des recommandations adoptées, il y a une pour exiger au ministre de l'Intérieur la stricte application de la loi sur les partis politiques. Là, l'assainissement va commencer, mais ça ne devait pas s'arrêter là.
Il ne faut pas que nous ayons des partis politiques qui soient des carrefours de ressentiment, du développement de la haine, où on enseigne l'égocentrisme, la division du pays, puisqu'on a déjà eu même un leader politique qui a pensé qu'il fallait diviser le pays au nord et au sud. Et quelqu'un nous a un peu amusé à Ouesso. On dit, bon, on peut savoir qui connaît à quel moment il va mettre la barre. Le nord, c'est où c'est le sud. Mais il faut qu'il soit conscient que si on fait le Congo du Nord et le Congo du Sud, encore que cela est invraisemblable, il faut savoir que la limite va être à Makwa, là où passe l'équateur. Donc de Makwa, Oyo, tout ça, Bunji, tout ça, ça fait partie des sudistes. Voilà. Et la partie nord, ça va être certainement constituée de la Sangha et de la Likwala. Et vous savez que la politique, elle est définie comment? Elle est définie comme étant l'art, si dans la science, de la gestion des 1001 formes de violence qui accompagnent les relations sociales. Donc, quand on est politique, dans la politique, on met des actes de violence, on fait casser tout ça. Tout ça, c'est l'antidote de la politique. On n'est pas politicien. Malheureusement, ces personnes qui posent des actes de ce genre, quand ils sont poursuivis, quand ils sont condamnés, on va dire qu'on a des prisonniers politiques, alors qu'ils seraient là comme étant des prisonniers du droit commun. Quand on fait la politique, ce n'est pas les idées. Et si on va venir un jour vous arrêter, qu'on vienne vous arrêter parce que vous avez pris la parole pour dire, bon, le programme du président de la République tel que ça s'applique là, ça n'aide pas le pays, en lieu et place, on aurait pu faire ceci, et en ce moment, après, vous avez mis tel point de vue que vous êtes arrêté, on va parler que vous êtes peut-être un prisonnier d'opinion. Donc il nous faut une classe politique responsable. Et je crois que comme dans tous les domaines de la vie sociale, je me souviens à l'époque, paix à son âme, mon cher aîné, grand frère Martin et toi, nous disaient toujours que être parent, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, on peut aussi dire qu'être politicien, aussi ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Sinon, on continuerait toujours de vivre les situations calamiteuses qui ont souvent endeuillé notre population, malheureusement. Mais il faut que nous mettions fin à ça et nous puissions redonner à notre jeune démocratie l'ensemble de ses lettres de noblesse. Vas-y Dominique de Marseille, à qui incombe la responsabilité de conscientiser d'abord les hommes politiques, puis les membres des partis qui généralement cèdent dans la bascule dans la violence après un mot prononcé par un des leaders du parti au terme d'une élection quand on conteste les résultats. Mais Jimmy, un parti politique est une entreprise politique privée. C'est pas l'État, ils vont pas aller à une école, il n'y a pas une école de parti politique. Vous avez choisi d'être acteur politique, la première des choses, et je le dis, avec autant de passion à respecter la loi. Jimmy, dans ce pays, il y a des intellectuels. Ne pensez pas que votre opinion toute seule, vous pouvez induire tout un peuple en erreur et qu'on est à la casse. Ça énerve. Vous voulez faire la politique, respectez la loi. Parce qu'un pays se gouverne par la loi. On ne gouverne pas un pays par les impressions. Je pense que ce face Wang n'est pas bon. Je pense que... Mais non! Que dit la loi? On applique la loi. Vous ne pouvez pas faire la politique, ne pas maîtriser la loi. En ce moment-là, vos impressions ne suffisent pas. La société est faite d'hommes. Et ces hommes-là ont un point convergent, c'est le respect de la loi. Si chacun doit avoir son opinion, moi, un tel ne me plaît pas, c'est pas sa tête qui te plaît, c'est pas ses impressions. Qu'est-ce qu'il a comme mission? Qu'est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce qu'une majorité? Qu'est-ce qu'une opposition? Qu'est-ce qu'une loi électorale? Mais Icefas vous l'a dit, en démocratie, tout est cadré par la loi. Et si la loi électorale est là, vous êtes un homme politique, vous êtes appelé à diriger la nation, mais on dirige la nation sur la base d'une loi. Si les partis politiques n'introduisent pas la loi, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut qu'ils aient une éducation. On ne va pas aux partis politiques comme on va à la piscine, ou comme on se jette dans un fleuve. Si vous avez dit, attention, je veux me donner une charge de gérer la République, c'est-à-dire tu veux gérer les hommes. Mais gérer les hommes veut dire quoi? Que tu apprennes beaucoup de choses, que tu apprennes comment les hommes vivent. On ne crée pas un parti politique pour dire, bon, je m'en veux créer un parti politique pour casser le bien. En ce moment-là, ce que tu demandes, c'est quoi? C'est la conscience de ces hommes. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au Congo, je me dis, on fait exprès. Mais c'est des professeurs d'université, c'est des grands cadres qui gèrent les partis politiques. Mais ils ont cédé aux besoins du ventre. Ils ont cédé, avec ma passion, je le dis, aux besoins du ventre. C'est-à-dire un professeur d'université qui sait qu'une loi électorale est composée d'une majorité, d'une opposition, d'une société civile, des partis du centre et des représentants de l'État. Vous voulez parler de la commission électorale? Oui, la commission électorale. C'est existe, il dit, elle n'est pas indépendante. Le terme indépendant, il l'a apprécié d'après sa tête. Mais l'indépendance, c'est quand nous tombons d'accord sur ce que la loi a dit.
Je veux que Gwangui me dise le contraire. L'indépendance, c'est quand nous appliquons les dispositions de la loi. Maintenant, si vous dites non, elle n'est pas indépendante parce que les représentants de la société civile qui sont là-bas sont des frétins. À la société civile de définir qu'est-ce qui est frétin. Qui a le baromètre de noter les autres? On en a parlé dans une émission avec toi. S'ils disent que non, cette loi n'est pas indépendante parce que les composantes de l'opposition sont parties là-bas, ils ne sont pas des poids lourds. Mais gavez-les comme on gave les porcs et puis ils deviennent des poids lourds. Il n'appartient pas à la majorité de soigner l'opposition. C'est la participation de tout le monde au jeu collectif défini par la loi. Voilà, maintenant, dis-moi, au Congo, lesquels j'ai les partis politiques? Mais c'est des grands professeurs d'université, c'est des grands intellectuels, c'est des gens qui étaient ministres d'une certaine différente politique. Mais les besoins du ventre font qu'ils pensent que chaque fois qu'ils ne sont pas au pouvoir, la loi n'est pas respectée. Voilà pourquoi on dit, ne gérez pas l'État avec les états d'âme. C'est pas la peine. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. C'est face Germain Ewangui. Les Congolais, généralement, quand ils entendent arriver une élection, ils frissonnent parce qu'on va encore vivre, par exemple, ce qu'on a vécu le 4 avril. Alors, les élections arrivent, les législatives, je crois notamment en juillet ou août, on ne sait pas trop. Et est-ce que vous n'avez pas quand même, en tant qu'acteur de situations électorales, en tant qu'observateur au niveau international, quand même un message d'apaisement, un message de conciliation, un message de démocratie à améliorer à l'heure passée? Bon, je vais faire peut-être quelques commentaires. Tout de suite, Asie a insisté sur la loi. Il faut que nous sachions que la loi, dans tous les pays, est l'expression de la volonté générale. On ne la critique pas. On s'y soumet. Et la loi n'est pas une panacée. La loi n'est pas statique. Donc, dans les grandes démocraties, quand on sait que les telles lois ne nous intéressent pas, ne nous arrangent pas, mais on n'est pas opposant pour être opposant toute la vie. On est opposant parce qu'on croit qu'un jour qu'on va arriver au pouvoir. Et on critique ceux qui sont au pouvoir pour que la population comprenne à un moment donné que c'est vous qui avez les meilleures idées, c'est vous qui avez les meilleurs programmes et le temps opportun peut arriver que vous deveniez une majorité. Maintenant, quand vous êtes une majorité, vous pouvez refaire la relecture de l'ensemble des lois. Et en ce moment, vous avez toute la lassitude, de manière toute légale, de corriger les lois que vous trouvez qui sont bonnes et ce qui est mauvais. On a vu par exemple dans un pays comme les États-Unis, le président Barack Obama, dans le cadre de son programme qu'on appelait Obamacare. Pourtant, c'est un programme qui est très humain au fur et à mesure. Mais vous voyez que celui qui est venu après lui n'a commencé qu'à le détricoter parce qu'il s'appuie sur les prérogatives que lui confère la loi. Ce qui fait qu'il est fondamental de noter que pour construire la démocratie, on fait attention à ces trois piliers. Le premier pilier, ce sont des institutions qui doivent être solides, qui doivent être fortes. Et la nouvelle constitution, on a prévu toute une panoplie d'institutions et nous croyons que toute la rigueur va être mise en exergue pour que ces institutions ne soient pas seulement des institutions légales, mais aussi légitimes, parce qu'à la hauteur des attentes de ce que les populations peuvent en bénéficier. Après les institutions, dans une démocratie en termes de piliers, et ça aussi c'est fondamental, on a ce qu'on appelle les mentalités. En termes de mentalité, de ce qu'on vient de dire tout de suite, il y a quoi? Vous avez 10 candidats à l'élection présidentielle. Maintenant, chaque candidat vient à l'élection avec une seule alternative. Si je gagne, ça veut dire que les élections, ce serait bien organisé. Dès que je perds, je fais la casse. Alors vous allez vous attendre à quoi? Puisqu'il faut, au bout du rouleau, un seul vainqueur. Donc vous aurez 9 qui vont s'associer, quitte à conduire le pays dans l'impasse pour aboutir à des dialogues politiques, à la mise en place des gouvernements d'union nationale pour que chacun y trouve la place. Ils sont capables de le faire. On fait la politique politicienne et cela n'a rien à voir avec les normes et les valeurs démocratiques. Et cela n'a rien à voir. Et le troisième pilier, ce sont les mythes en démocratie. Vous savez que la démocratie, aussi pour construire, elle est soutenue par un certain nombre de mythes. Quand nous partons tous les jours à l'église, mais nous suivons les mythes. On vous a dit, non, quand vous mourrez, vous allez rentrer au paradis. Vous avez la preuve empirique où? Hein? Vous avez aussi de l'autre côté des Arabes qui vont brûler, tuer, parce qu'on a dit que dès que tu tues, tu seras et au paradis, y compris toi, y compris tous tes parents. Mais en matière de démocratie, vous avez ces piliers qui parlent de l'égalité juridique des citoyens, qui pensent que tous les gens demain vont accéder au bonheur, vivre dans un pays où la paix va être une véritable réalité authentique. Tout ça, ça fait partie d'un certain nombre de mythes. Pour que chacun y trouve la place. Et le troisième pilier, ce sont les mythes en démocratie. Vous savez que la démocratie, aussi pour construire, elle est soutenue par un certain nombre de valeurs démocratiques. Et cela n'a rien à voir avec les normes et les valeurs démocratiques. Et cela n'a rien à voir. Et le troisième pilier, ce sont les mythes en démocratie.
pour lesquels ça fixe des objectifs. Et au fur et à mesure qu'on fait des efforts pour atteindre ces objectifs, on se rend compte que l'horizon recule et c'est des efforts que nous devons toujours faire jusqu'à la nuit des temps. Et ce sont ces mythes-là également qui soutiennent l'idéologie démocratique, soit dit en passant, qui est la meilleure voie qui peut nous conduire vers un développement économique et social harmonieux. Merci Cephas Germain Ewangui. Voilà, nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, donc au terme de ces numéros de Libre Expression. Nous vous disons que cette émission est à la portée de tout citoyen congolais. Celui qui croit qu'il ne peut pas peut-être participer, mais peut nous envoyer sa proposition. Vous connaissez les sièges de Télé Congo. Donc l'émission est ouverte à tout le monde. Donc une fois de plus, merci de nous avoir suivis chez vous. Mesdames et messieurs, merci et à nous revoir à la prochaine occasion. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.